Scene one, Apple, take one. La question du luxe pour un communicant est évidemment aujourd'hui une question incontournable. Tout d'abord parce que ça concerne de très très nombreux secteurs, et je dirais de plus en plus de secteurs. Deuxièmement parce que, évidemment, c'est un marché fortement mondialisé. Troisièmement parce que c'est un secteur, c'est un domaine très profitable, et paradoxalement, c'est peut-être le domaine encore profitable, et peut-être très profitable dans une période de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Le luxe ne s'est jamais aussi bien porté, bien évidemment parce que sans doute les pays émergents, les fameux BRIC, comme l'on dit, se mettent à vouloir profiter eux aussi des avantages du luxe, des avantages psychologiques, sociologiques, des avantages matériels bien sûr, mais aussi parce qu'il est de plus en plus difficile de définir, ou dirions-nous de périmétrer, ce que l'on entend par luxe dans une société postmoderne. Alors, je donne simplement une petite liste des domaines dans lesquels on va pouvoir trouver du luxe. Évidemment, les arts de la table, l'orfèvrerie, la porcelaine, la cristallerie, les automobiles, mais aussi les yachts, les avions privés, par exemple, en pleine expansion, les cosmétiques, les parfums, la haute couture et ses accessoires, prêt-à-porter féminin, masculin et les accessoires, la gastronomie aussi, la haute fidélité, les sports de luxe, les vins et les spiritueux, tout ce qui est alcool, l'horlogerie, la joaillerie, en Suisse c'est pas innocent, tout ce qui est œuvres d'art, galeries, antiquités, enchères, etc., la maroquinerie, les bagages, et puis enfin, mais la liste n'est sûrement pas close, tout ce qui est tourisme et loisirs. Alors, il y a encore quelques décennies, c'était relativement simple de définir ce qu'était le luxe, même si, au fond, on pouvait identifier, par exemple, sur le vieux continent qu'est l'Europe, deux familles de luxe. Pour aller vite, je dirais un luxe protestant, et de l'autre côté, un luxe, je dirais, catholique. Un luxe plutôt sévère, qu'on pourrait résumer par cette formule célèbre d'un esthète britannique qui disait « Oui, c'est bien, mais pourquoi pas plutôt rien ?» Et de l'autre côté, le luxe catholique exubérant, qu'on pourrait résumer par « Oui, mais pourquoi pas plutôt encore plus ?» Bon. Donc on avait déjà deux conceptions du luxe qui s'opposaient d'une certaine façon, et aujourd'hui, à l'heure de l'internationalisation, quand on est un stratège d'une marque, et c'est là qu'effectivement la stratégie de marque, c'est sans doute dans les produits de luxe que la stratégie de marque joue le plus et a le plus de différentiel. Lorsque l'on est un stratège, on est obligé de se poser la question de savoir quelles sont au fond les valeurs du luxe dès lors que l'on essaye de communiquer sur un produit. Je prends un exemple, pour certaines catégories de population, le luxe, c'est le silence, c'est la solitude, c'est encore une fois le rien, alors que pour d'autres, ça va être la multitude, ça va être le foisonnement, ça va être au contraire, je dirais, le baroque. Bon, alors, ça, c'est déjà énoncé une partie de la problématique que l'on a à traiter lorsque l'on s'attaque à la question du luxe. Je citais cet esthète de John Ruskin, je ne résiste pas à la tentation de raconter au fond l'anecdote qui circulait sur cet esthète critique d'art qui était très très respecté dans le monde du luxe et des arts en Grande-Bretagne. Un milliardaire invite John Ruskin un jour à venir visiter le château qu'il a fait richement décoré, meublé, avec des tableaux de maîtres,
des meubles de prix, des commodes vénitiennes à 1 million d'euros, enfin l'équivalent d'1 million d'euros maintenant, etc., etc. Et le milliardaire fait la visite du château avec John Ruskin qui est là, qui regarde, et qui ne dit rien, et qui dit oui, oui, oui. Et l'autre, alors maître, dites-moi, qu'est-ce que... Bon. Et à la fin du château, à la fin de la visite du château, le milliardaire est très impatient de connaître, au fond, le point de vue, l'évaluation du maître, John Ruskin, et celui-ci dit oui, mais pourquoi pas plutôt rien? Bon, voilà, là on pose effectivement cette problématique. On va d'ailleurs retrouver cet axe sur un certain nombre de publicités, notamment dans les parfums, parce que bien souvent, les publics auxquels on s'adresse lorsque l'on vend du luxe ne souffrent pas d'être embarqués dans des argumentaires, je dirais, démonstratifs ou didactiques. On observe que beaucoup de publicités, notamment pour des parfums de luxe, jouent essentiellement sur le cerveau droit, c'est-à-dire sur, au fond, l'émotion que va procurer une mise en scène esthétique, et il n'y aura pas de mots pour décrire l'objet ou le produit, il n'y aura simplement qu'une présentation magnifiée de ce produit. C'est le cas très très souvent, encore une fois, sur des campagnes comme Hermès, comme Chanel ou comme Dior, où c'est la beauté soit du produit, soit la beauté de l'égérie que l'on convoque pour porter le produit qui vont jouer, mais on se rend compte qu'on joue la carte de l'émotion et non pas la carte de la démonstration. Comme si les gens qui avaient de l'argent voulaient ce plus psychologique que peut-être l'émotion procurée par la beauté, plutôt que l'émotion, enfin l'émotion oui, plutôt que la démonstration, je dirais, de la pub produit à la David Ogilvy. Alors, si l'on veut tenter une forme de catégorisation, de taxinomie des différentes sortes de marques, pour aller vite, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui 4 familles de marques de luxe. Il y aurait, par exemple, le luxe que je vais appeler statutaire, c'est-à-dire au fond des marques comme Cartier qui nous disent bon ben voilà, ça fait 250 ans que l'on existe, que l'on est comme cela, qu'on est dans l'excellence, et on ne change rien, et on ne donne même pas d'argument, puisque c'est, au fond, le statut qui vaut argument. À l'opposé, il y aurait le luxe ostentatoire, un peu bling-bling, ou très bling-bling, par exemple à la Dolce & Gabbana ou à la Gucci, et qui là, du coup, consomme énormément d'événementiels, consomme énormément de stars, ce qu'on appelle des stars Kleenex, c'est-à-dire qu'on les prend et puis on les jette, on en reprend d'autres, etc. Et on est dans cette course un petit peu à l'échalote, avec le risque effectivement que quand on utilise des égéries, des stars, eh bien, il faut faire très très attention au fond à ce qu'elles vont porter, parce que si elles ont des vies un petit peu agitées et qui ne sont pas conformes aux valeurs de l'enseigne, eh bien il peut y avoir là des plaies de marque et des pertes assez considérables. Une troisième famille de marques, enfin de luxe, ce serait ce que j'appelle la customisation, c'est-à-dire une tendance qui se fait jour de plus en plus, qui était d'ailleurs en fait très à l'œuvre il y a une cinquantaine d'années, la tendance à customiser les produits, c'est-à-dire vous êtes un être unique, eh bien nous allons vous proposer un être unique. C'est vrai qu'une femme, lorsqu'elle se retrouve dans une soirée, elle a horreur de se retrouver avec
avec le risque d'avoir la même robe ou le même manteau que sa voisine. Donc l'idée, c'est de pouvoir customiser le produit. Alors, on a vu ça sur la marque Lancia, la voiture, la petite urbaine pour femmes Y. On va leur proposer de choisir leur couleur ou voir leur alliage de couleurs. On a vu ça avec des Igual, on a vu ça avec d'autres marques comme cela, qui permettent de personnaliser et d'avoir un produit unique pour l'être unique que vous êtes. Enfin, la quatrième famille d'enseignes de luxe, c'est ce qu'on pourrait appeler le mastige, c'est-à-dire ces marques de prestige qui, évidemment, décident de jouer la carte de la masse, c'est-à-dire, au fond, de descendre, je dirais, dans la rue pour, évidemment, se vendre au plus grand nombre. Alors, il y a eu ce scandale, il y a quelques années, peu d'années, de ce grand joaillier de la place Vendôme, Mauboussin, qui a fait des campagnes 4x3 dans le métro, en proposant des bagues, certes jolies, signées Mauboussin, mais pour la masse, entre guillemets, des consommateurs, notamment ceux qui prennent le métro, avec des prix à 900 €, ce qui est déjà une somme, alors que la même bague, normalement, valait 9 000 €. Donc on a là, je dirais, une sorte de risque de dépréciation, dégradation du produit, mais il est évident que c'est une carte vraiment très très intéressante à jouer, puisque c'est là où il va y avoir évidemment du profit. D'ailleurs, on retrouve ça chez Nespresso, puisque cette machine à café qui se présente et qui se veut être une machine de luxe va s'adresser potentiellement à la masse des CSP, plus et peut-être moins que plus, si je puis dire. Voilà. Donc on va évidemment, il va y avoir une tendance aspirationnelle. Chacun va vouloir avoir les marques d'un certain art de vivre, d'un certain luxe, et à partir de là, on va acheter un certain nombre de produits qui sont soit des produits dérivés de grandes enseignes. Si on ne peut pas s'acheter une BMW, par exemple, ou une Rolls-Royce, on va s'acheter le porte-clés, quoi, globalement, ou un porte-carte. Mais voilà où en est globalement la question du luxe. On voit bien que l'internationalisation des échanges pose un problème à ces vieilles enseignes de luxe, essentiellement françaises, bien sûr, mais enfin, il y a aussi Suisse, il y a Richemont par exemple, le groupe Richemont très important en Suisse, mais sur un ensemble d'environ, j'ai la statistique de 2006, 150 milliards d'euros pour le commerce de luxe dans le monde, 53 milliards pour la France. Bon, c'est vrai que donc la France, même si à mon sens elle perd des parts de marché, elle perd des places, mais LVMH et PPR sont encore très puissants, la France représente un marché très très important, et le risque c'est qu'elle se campe d'une certaine façon sur des positions qui ne vont pas évoluer et qui vont rester extrêmement crispées sur un État ancien. Alors, je prends un exemple qu'on connaît mal, mais qui est réel, d'un produit de luxe français, le cognac. On sait que le cognac, c'est pour les Français, pour les Européens d'une manière générale, pour une forme d'aristocratie, de noblesse et évidemment de la haute bourgeoisie, l'alcool auquel s'attache
ou s'attachait, ou s'attache toujours d'ailleurs, des valeurs précisément de haute noblesse. Et on sait très bien que la consommation de cet alcool produit dans les Charentes s'accompagne d'un cérémoniel, d'un rituel qu'il faut respecter parce que ça fait partie de la consommation que de l'accompagner avec ce rituel. Alors, comment on consomme un vieux cognac ou un vieil armagnac? Eh bien, c'est forcément à la fin du repas. Les hommes passent au salon. Il y a un verre galbé particulier avec un pied qui a été préalablement refroidi dans le congélateur parfois. On verse tout doucement le cognac. On en exhale les arômes, on le respire et on va discuter en fumant un bon Havane entre hommes. Donc il y a un cérémoniel qui accompagne cette consommation du produit de luxe. Ce cérémoniel a été attaqué dans les années 70-80 par les Japonais qui ont décidé que ce cognac serait consommé comme un whisky, c'est-à-dire en apéritif et non plus en digestif. Première difficulté. En mettant éventuellement des glaçons, d'ailleurs, comme on peut le faire parfois malheureusement avec du whisky. Petit problème déjà de positionnement du produit. Et voilà qui pas que dans les années 90, 2000, enfin plutôt fin des années 90, début des années 2000, les Afro-Américains rappeurs, les Noirs américains rappeurs s'emparent de cette boisson dans leur imaginaire symbole de la puissance, alors que ça a exactement le même degré d'alcool que le whisky, symbole d'une forme de puissance et surtout alcool intéressant parce qu'il les démarque du whisky qui est essentiellement consommé par les WASP, c'est-à-dire par les Blancs. Donc, les Noirs américains, rappeurs, plutôt bad boy, se mettent à consommer à foison du cognac, et en plus le glorifient dans leurs chansons. Il y a des odes au cognac français, Hennessy, Napoléon, etc., incroyables, et le mettent en scène dans leurs clips, et on les voit boire du cognac comme cela, des bouteilles à 10 000 € à la rasade, ou le mélanger avec du tonic ou du Coca-Cola. Hérésie totale, sauf que le marché nord-américain, grâce à ces Afro-Américains, est devenu le premier marché au monde pour les marques de cognac françaises. Donc, comment fait-on lorsque l'on est une marque de luxe qui se fait prendre, je dirais, le pouvoir, l'autorité par la rue, qui dit non, votre alcool, nous on s'en empare, on l'accompagne d'un autre rituel, et peu importe la tradition, nous on fait autrement et on va faire évoluer autrement le produit. Donc on voit bien que là, il y a des risques de très forts conflits.